Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur le canapé d'un monde de jeux pour passer un bon moment avec l'équipe de Gameflow. Bonjour Roméo. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour Marc. Et bonjour Aline. Bonjour. Bonjour tout le monde. On va avoir l'occasion de discuter un petit peu autour de l'aspect créatif, autour de l'expérience d'une maison d'édition, comme on le fait très régulièrement sur notre canapé. On va passer des bons moments, on va peut-être aller au-delà de ce qu'on fait dans d'autres formats vidéo, tout simplement parce qu'on a un petit peu plus de temps. Et puis il y a plein de choses à raconter sur Gameflow, puisque vous avez une expérience qui est un peu particulière dans le monde du jeu. Vous êtes centré sur des produits qu'on ne voit pas forcément chez les autres éditeurs. C'est à la fois votre chance, peut-être, parce que ça permet vraiment de vous démarquer, et en même temps, c'est pas les mêmes histoires qu'on va raconter. Vous êtes notamment les éditeurs alors de plein de jeux, on va en parler, mais d'une fameuse gamme qui est juste derrière moi, que vous connaissez forcément, vous qui nous regardez. C'est la gamme des Ma Première Aventure, des livres-jeux dont vous êtes le héros, dont vous êtes les petits héros, dont tu es l'auteur à l'origine, Roméo, dont tu es le co-éditeur, parce que vous êtes travaillé à deux, mais tu travailles aussi sur l'aspect créatif, même si tu n'as pas mis ton nom quand même sur les livres. Non, c'est un choix, ça faisait beaucoup de noms. C'est plus trop de monde. Il est apparu dedans, dedans maintenant, sur les plus récents. Mais non, ça faisait beaucoup de noms, et puis c'était plus aussi une manière de marquer aussi que l'idée initiale venait de Roméo quand même, qui est une réalité. Et donc tu es la joueuse, Aline. Ah oui, je les ai lus et je les ai beaucoup utilisés en classe, et lus à des enfants et prêtés à des enfants. D'ailleurs, je ne les ai pas tous récupérés. Il y en a qui traînent encore chez les petits testeurs. C'est le grand problème d'un monde de jeux, c'est qu'on a plein de jeux, mais pas toujours chez nous. De temps en temps, on les cherche désespérément. Donc on va parler de ça, de Ma Première Aventure, mais on va parler de plein d'autres choses, puisque vous êtes éditeur de jeux, de manière générale, il y a d'autres jeux. Alors comme d'habitude, j'ai mon petit téléphone à la main, je vais pouvoir choisir des images, les envoyer sur l'écran, et vous pourrez réagir aux différentes images qui arrivent. Ah, tiens, par exemple, donc je vais vous mettre les différents jeux que vous avez édités. Là, je n'ai pas pris le premier, on va prendre le premier si ça ne vous dérange pas. Allons-y. Je vais chercher la chronologie. Ah, le premier jeu. Donc le premier que vous avez édité, c'est Chimère. Belle couve, hein. On est remonté en 2016. Exactement, la sortie c'est juin 2016, Paris Ludique. Et Gameflow se crée, une nouvelle maison d'édition qui nous vient de Grenoble et qui publie donc des jeux de société modernes, avec un graphisme moderne. Chimère, c'est votre premier jeu, vous en êtes les deux auteurs également. Oui, c'est ça. Comment on en vient à devenir éditeur de jeux? À quel moment on se dit tiens, je vais éditer des jeux? En fait, moi, à un moment, j'ai eu du temps pour faire des jeux en tant qu'auteur, en fait. Donc j'ai fait des protos, tout ça, c'était cool. Et en fait, il y a un de mes jeux qui a été signé chez Ori Games, qui s'appelle Sabordage. Oui. Et du coup, par ce biais-là, on a fait des salons. Il y a Clément qui m'a accompagné parfois en salon. On a fait Cannes, on a un peu découvert un peu le monde du jeu par cette porte d'entrée, par Ori Games, par tout ça. Et en fait, à un certain... Voilà, exactement. Et du coup, à un certain point, on s'est dit, on a un second jeu, enfin j'avais un second proto Chimère qu'on commençait à développer. Et on s'est dit aussi que ça avait l'air difficile d'en vivre en tant qu'auteur. On s'est demandé si c'était possible d'éditer nous-mêmes quelque chose, quoi. Donc après, il y a Clément qui à ce moment-là avait terminé son... Ouais, j'avais fini mon travail. J'avais plus envie de travailler comme ingénieur en informatique. J'avais fini mon travail. J'avais décidé d'arrêter mon travail d'ingénieur en informatique et du coup, moi je m'étais dit, finalement ça n'a pas l'air si complexe que ça. De faire des jeux de société. Ouais, on a plein de compétences. Roméo, il est graphiste. Et donc, et il avait plein d'idées de jeux. Et puis moi, de mon côté, je me disais, c'est pour toute la partie gestion, ça devrait y aller. T'as pas fait peur en tout cas. Vous aviez un petit budget à consacrer à ça? On avait chacun un petit peu de ressources et... Parce qu'on sait que quand on lance une boîte, en général, les premières années notamment, on a du mal à se financer. Je sais pas si ça a été votre cas aussi. Du coup, moi, dans le processus, je me suis assez vite dit, on va pas partir comme ça un peu n'importe comment. Donc j'ai suivi des formations sur la création d'entreprise. Et assez vite, ça m'a donné... comme on te le conseille rapidement dans ce genre de cas, il faut trouver du financement. Ouais. Le mieux, c'est pas de s'autofinancer uniquement. Ah bon, mince. Voilà. Et donc, du coup, nous, j'ai bâti ce qu'on pourrait appeler un business plan, avec l'idée déjà d'éditer plusieurs jeux et avec un budget à peu près global au démarrage de 90 000 € à peu près, avec de l'argent venant de banques ou de prêts
voilà, de prêts d'aide d'État avec des taux intéressants. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de montrer vraiment tout de suite une structure. On savait qu'en termes de rémunération pour nous, c'était pas pour tout de suite, mais on avait quand même du temps pour essayer d'installer la chose, de le faire un peu proprement, et pas de lancer un jeu et de voir, puis de se dire, ah, si ça marche pas, c'est tant pis. Mais à l'époque, on pouvait aussi vivre... plus ou moins, voilà, on n'avait pas encore d'enfants, on était chacun célibataire, je pense, à cette époque, ou pas, enfin peut-être pas célibataire, mais en tout cas... Mais on habitait seul, plus ou moins. On habitait plus ou moins seul, et... Nos copines étaient de leur côté, elles s'assumaient toutes seules voilà, aussi. Voilà, c'est ça. Donc, niveau financier, c'était plutôt tranquille. Oui, on pouvait prendre le risque. Voilà, on avait du chômage ou du RSA qui permettent aussi de se dire, pendant un temps, on peut vivre avec ça, et puis ça... Voilà. Et donc votre premier jeu Chimère sort 2016. En 2016, vous vous retrouvez... Alors j'ai cherché des images parce qu'on en a discuté un petit peu hier, je me suis dit, est-ce qu'on retrouve des images d'archives de la première arrivée de Chimère sur le salon de Paris Ludique? Vous trouvez ça? Est-ce que ça correspond à l'anecdote que vous nous avez racontée hier, que peut-être vous allez nous raconter à ceux qui nous regardent? Toutes ces boîtes sur Paris Ludique quand même, en extérieur. On voit Jean-Philippe Sahu qui a l'air un peu dépité, hein. Il a l'air de vraiment souffrir. En effet, c'est une anecdote qui nous a beaucoup marqué. C'est bien Chimère, hein. C'est bien l'arrivée de Chimère, les boîtes de Chimère. Du coup, par différents mécanismes de choix, on a décidé de faire venir 1000 boîtes sur le stand. Quelle brillante idée. Qui est très très brillante idée. Quand on est un jeune éditeur, on se rend pas compte de ce que c'est 1000 boîtes. La classe, c'est 4 palettes, donc ça fait beaucoup de boîtes. Et quand on arrive et qu'on nous dit « Ah, il n'y a pas d'endroit pour les stocker », voilà, il faut trouver une solution. Donc plusieurs solutions. On a rempli une voiture qui a été calée dans le jardin de la sœur de Roméo. Et puis le reste, on a fait une grande tour sous le chapiteau de BlackRock. Et certaines ont même servi pour faire des tables. C'est malin. Avec des nappes dessus pour les cacher. Hein. S'il y a de futurs éditeurs qui nous regardent, c'est des petites astuces qu'on vous donne que vous pouvez réutiliser. Faites venir 1000 boîtes et faites des tables avec. Hein, vous payerez pas de mobilier, c'est une très bonne idée. Pour les chambres, c'est un peu compliqué, mais... Voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand vous m'avez raconté que vous êtes reparti avec 500 boîtes dans la voiture, je vois pas comment ça va tenir. Ça, j'aurais aimé voir ça. C'est une Logan Break avec un grand coffre. Ouais. Donc elle était bien remplie. Elle était basse du coup. Ouais. Et on a roulé jusqu'à... Ça flottait un peu sur la route, quoi. Voilà, fallait pas prendre les dodanes trop vite. Et on allait jusqu'à chez BlackRock à Clermont-Ferrand depuis Paris pour décharger là-bas. Ouais. Tout s'est bien passé. L'anecdote finit bien. On a déchargé. C'est vrai. Et puis on a appris. On a appris. Merci à Jean-Philippe qui a porté les cartons ce jour-là. Alors, justement, j'avais envie de savoir si vous étiez un petit peu au point sur les chimères. Et je vous propose de tester votre culture. Aline, ça tombe bien que tu sois là aussi. Parfait. Alors, les chimères. Première chimère, je vais vous montrer des choses simples. Par exemple, celle-ci, premier qui trouve. Le Sphinx. Ah, bah c'est là, c'est Clément qui a le point. Vous avez pas dit qu'il y aurait des points. Hein. Ah, il y a une boîte à la clé là encore. Moi, je veux ma boîte de cadeaux, moi. Le Sphinx, c'est composé de quels éléments? Un lion. Et un pharaon. Et un humain, quoi. Enfin, je suis de pas l'espèce sûre de pharaon. que ce soit un pharaon soit considéré comme un simple. Pas celui-là. Le pharaon est un dieu, non. Ouais, voilà, on est d'accord. Celui-ci. Griffon. Ouais. C'est écrit Griffiths dans le coin. Ouais, c'est malin. On a un point partout. Moi, je sais, mais je suis pas rapide. Ça, c'est le fameux Griffon. C'est lion, aigle. L'un des plus connus, le lion et l'aigle. Ensuite, on a celui-ci qui n'est pas très éloigné en soi. C'est un hippogriffe. C'est un hippogriffe. Alors, c'est l'image qui est issue d'Harry Potter, celui-ci. Mais c'est un personnage qui est... Mais on voit pas trop la partie hippo quand même. Il y a peut-être beaucoup de lions en fait. C'est cheval à la place du lion. Cheval et aigle. Cheval aigle, ouais. Exactement. Là, le parti cheval. Oui, mais c'est celui d'Harry Potter. Donc j'ai sorti celui-là pour faire plaisir à Aline, qui est fan d'Harry Potter. À vrai, les gens vont croire que je déteste Harry Potter. C'est pas vrai. Hein. J'aime bien. Ça, c'est plus dur, ça. Cocatrice. Oh bah bravo, mais et le point est partagé. Tu l'avais le cocatrice? Non, pas du tout. Moi je l'avais pas du tout celui-ci. Il pétrifie, il pétrifie. Cocatrice, ça pétrifie, c'est ça. Une poule et un serpent, je crois. Alors le cocatrix, on a le coq, comme son nom l'indique. On a il a un... Oui, serpent, je pense. Je l'ai noté là, peut-être. Je veux dire tête de coq, corps de serpent, et on a des ailes de chauve-souris. Elles sont pas claires. Elles sont pas claires. Certaines qu'on voit vraiment bien la chauve-souris. Ah, c'est le truc là. Ouais, c'est le truc, je suis d'accord. Alors moi je suis nulle en chimère en vrai.
je sais pas du tout. Ah, c'est moins connu, là on est dans le folklore américain. Ouais, celui-là, il parle. C'est leur Dahu, quoi. Mais des bois, non? Ouais, alors, il y a une explication sur celui-ci, ça s'appelle un jackalope. Jackalope, oui, c'est un ça. mélange Jackalope. entre le lapin et l'antilope. Et en fait, on retrouve, vous cherchez sur internet, parce que je vais pas mettre C'est d'image très ici, bizarre quand mais on même. retrouve des lapins qui ont des tumeurs et qui ont des cornes de ce fait. Mais c'est une tumeur. Et ça Ah. vient très probablement de là, Jackalope. cette espèce imaginaire en réalité, mais qui vient de quelque chose. Celui-ci, alors ça n'existe pas, mais c'est... Un ornithorynque. Ah, bravo! Ah, tu Tu connais vois, des on chimères. a un frein. Donc, Nous, on n'a l'ornithorynque, pas répondu parce que ce n'est pas une chimère. ce serait composé du corps d'un castor, le bec d'un canard, donc complètement farfelu, ça pondrait des œufs selon la légende, et il paraît même que ce serait inspiré du serpent, puisque il serait venimeux comme animal fantastique. Donc où les Il auteurs est vont-ils présent. chercher tout Et ça? quelquefois, Et il il a la perd très ses œufs. sceptique. Ouais, c'est vrai. Et il est présent dans un de nos livres. C'est vrai. C'est Ah vrai. oui, c'est pour ça que je dis ça. Vous mettez beaucoup de chimères. Alors le Dahu n'est pas une chimère, mais il est également présent dans un de vos livres. Vous mettez des animaux Exactement. fantastiques qui Ah, n'existent pas. Ouais, ouais. Un chat-ours. Bravo! C'est le chat-ours. Ça, le chat. On mélange du chat et de l'ours. Tout le monde connaît cet animal fabuleux. Et il y a le dernier, il est dur celui-là, je pense que vous le trouverez pas, mais je vous le mets quand même. Hein. Si vous le trouvez, vous êtes fort. Tu l'as inventé, non? Ah, inventé peut-être. Tu sais, il y a des grands auteurs qui inventent des chimères. Un capou. Ah, K, ça commence bien par K. Un cas, ouais. Après, Cam. Bah. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est le Un pangolin. lapin. Alors, le lapin, c'est pour la fin. Ah, On c'est garde un le lin tatou. pour la fin? C'est un tatou. Tatou? C'est un katala, donc un mélange entre le caméléon, le tatou et le lapin. Katala. Voilà, un animal qui Mm. n'existe pas non plus. Je suis désolé. Hein. Ah oui, dans le pangolin, c'est celui qui a des écailles plus. Un katala, bien sûr. C'est pas une chimère. On va repasser sur les jeux que vous avez créés. Affinity, c'est le deuxième jeu, celui-ci? Deuxième jeu, oui. C'est ça. 2018. C'est un jeu avec plusieurs auteurs, si je ne me trompe pas. 4. Vous êtes 4 dessus. Donc Roméo et moi. Et puis les deux auteurs qui sont Jean-Philippe Sahu et David Bernard. Jean-Philippe Sahu, qui est auteur de plusieurs autres Ceux jeux. qui Oui. portaient les boîtes de chimère. Ouais. Voilà, oui, on l'a vu tout à l'heure. Et David Bernard, qui est le gérant d'un café-jeu boutique à Saint-Jean-en-Royan, chez Yoda. Très 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 sympa comme endroit où on allait très régulièrement à un moment pour faire des journées de travail de prototype. Et du coup, qu'il y avait plusieurs protos, et du coup, c'est en mélangeant un proto de David et de Jean-Phi que finalement on a construit ce jeu lors d'une de ces journées, et puis on s'est dit, nous, on veut l'éditer, il est trop bien. Et puis on a écrit tous les textes ensemble après. Et du coup, David, là aussi, il n'a pas édité beaucoup d'autres jeux, à part, du coup, sur la piste du Dahu chez nous aussi. Et c'est votre premier succès, je veux dire, parce que Chimère, c'est pas un très gros succès. Non, C'est ça un va jeu pas de être un lancement, grand succès, mais- ouais, ouais. ça va être un jeu où on a beaucoup appris. Par exemple sur la logistique, hein, Ouais. comme on vient d'en Ah, parler. oui, bah, bien sûr, on a compris. Et celui-ci, c'est un jeu qui est toujours disponible. J'ai regardé un petit peu les différents jeux. Vous n'avez De pas moins encore en un moins. catalogue énorme, mais le premier n'est plus disponible. Chimère, Non. on le retrouve plus. Par contre, tous les autres, je crois qu'on peut encore les retrouver en boutique. Hein. Oui, après là on arrive quand même à la fin du stock d'Affinity. Là. Ouais, et Ça le y est. tirage n'est pas prévu sur Affinity. Bah, pour l'instant non, parce que ça, il n'y a pas non plus une vente À part si les suffisante. gens là mettent énormément de commentaires. Bah, là il faudrait vraiment. Vraiment qu'il y ait Et on peut vraiment peut-être beaucoup de en dire commentaires. quelques mots d'Affinity en fait. Bien C'est- sûr. Le principe c'était quoi? Affinity, c'était un jeu coopératif dans lequel on recevait des petites cartes. Donc il y en avait des cartes qui faisaient des débuts de phrases, en gros un nom quoi. Des cartes qui faisaient des milieux de phrases, qui est le verbe, et des cartes qui faisaient des fins de phrases, donc un complément. Et on recevait également une carte qu'on avait qui était secrète, qui représentait une émotion, plus ou moins, donc dans le jeu. Donc c'était le beau, le glauque, le fun ou le triste, dans le jeu de base. Et donc je devais, avec cette carte, donc là on reçoit un truc triste par exemple, et je dois créer une phrase pour que les autres devinent que j'avais la carte triste. Donc je vais mélanger un début, un milieu, une fin de phrase, et ensuite ça va être, on va lire les phrases qu'ont créées les gens et essayer de deviner à chaque fois quelle était l'émotion à trouver. Et c'était un très beau jeu, très belle J'avais création, adoré, moi. très content. Ouais. C'est un- Ouais. J'avais adoré ça. Ouais, J'avais très appris chouette, ouais. l'adjectif glauque à nos enfants. C'est vrai, je me rappelle, c'était sur ce jeu qu'on ne connaissait pas glauque, ils étaient tout perturbés avec ce terme. Et c'est très fin en fait la signification de glauque pour un enfant. Oui. Ouais. Et ça avait vraiment ouvert un champ lexical, je trouvais. En tout cas, c'est un jeu ça a été une création très très agréable, je pense. Enfin, donc, beaucoup de C'est plaisir quand même- à créer le jeu, à l'écrire, à écrire les phrases. C'est un jeu grammatical fun et agréable. C'est Ouais. quand même Et des parties exceptionnelles aussi. C'est une quoi. chimère en fait. C'est un peu des chimères littéraires Ouais. qu'on fait. Les cadavres exquis. C'est le cadavre exquis, ouais. Mais en tout cas, on a eu vraiment beaucoup de
aussi de plaisir sur les parties avec des inconnus en Oui, salon. je me rappelle en salon, moi. On rigolait énormément. Enfin, moi, j'avais joué aux deux premiers, j'avais joué à Chimère et Affinity en salon. À Affinity, j'avais le plaisir de vous voir aussi, parce que sur Chimère, vous étiez caché derrière des boîtes, je me rappelle. On entendait vos voix, mais on ne vous voyait pas vraiment. Et donc là, c'était l'occasion de vous rencontrer pour la première fois sur Affinity. 2017, c'est ça? 2018. En fait, on a eu une période de trou, comme on dit, un creux. En fait, on a eu à ce moment-là, on avait eu plusieurs projets qui, du coup, n'avaient pas forcément été jusqu'au bout, entre autres de discussions avec notre distributeur, par exemple, qui, certains jeux auxquels ils croyaient pas ou des choses comme ça. Et du coup, nous, on avait mis en stand-by certains projets. Et du coup, finalement, en 2017, on n'avait pas de jeu prêt. Et c'est à ce moment-là où, en 2017, on a créé Affinity avec Jean-Philippe et Davy. Et on s'est dit, ok, Affinity. Et on a aussi Roméo qui avait créé le premier livre de ma première aventure. Donc, du coup, on s'est dit, en 2017, on prépare ces deux projets pour l'année prochaine. Et puis à ce moment-là, on travaille un petit peu à côté aussi pour faire vivre la boîte. Alors, ma première aventure s'est lancée dès 2018. Et c'est donc le succès dont on vous a parlé. Je vous mets les différents titres. Alors, il en manque un là, sur cette image-là. Oui. Il manque le dernier. Le Dahu. Ouais. On a les différents titres. Ça a commencé par La Quête du Dragon, La Découverte de l'Atlantide. Ça a été le succès direct. Oui. Dès que la formule est arrivée, aussitôt il y a eu beaucoup de demandes. En fait, le premier tirage c'était 4000 exemplaires en Quête du Dragon et en 6 semaines on était en rupture de stock. Ah oui, donc c'est très bien. Ouais. C'était en octobre 2018 et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas tiré assez et en même temps c'était un peu inattendu. Ouais, et puis on n'aurait peut-être pas pu en tirer plus à cette époque-là. Oui, c'était le démarrage. Donc. Et d'ailleurs, il a fallu gérer un peu cette augmentation d'un coup et cette demande forte. Ce qui fait que l'année 2019, le début de l'année 2019 était un peu chaotique. On a refait un tirage où il y avait la découverte de l'Atlantide et l'enquête du dragon, mais qui a été en rupture aussi très rapidement. Et finalement, c'est que à la moitié de l'année 2019 qu'on a pu faire des tirages beaucoup plus conséquents. Et puis, à partir de ce moment-là, on n'a plus eu de rupture. Et du coup, on a pu aussi gérer cette montée en volume. Oui, mais c'est aussi des questions juste de trésorerie, entre guillemets, de pouvoir faire produire beaucoup plus d'un coup, etc. Enfin, donc il y a eu tout un petit moment de rodage, mais voilà, c'est vrai. Le succès a été rapide et ça c'était bien. Puis on le pressentait un peu, comme on l'a expliqué tout à l'heure. On l'avait présenté quand même pas mal en amont à des boutiques et à notre distributeur, et là les retours étaient très très bons. Donc c'est aussi pour ça que quand le premier est sorti, on avait la découverte de l'Atlantide et l'Odyssée du Phobos qui était déjà prêt en guillemets. Ouais. Oui, c'est vrai que ça se pressent un peu. Nous, on ne se rend pas compte. On imagine que le succès, c'est la boutique qui vous le donne après par rapport au chiffre de vente. Mais en fait, vous pouvez anticiper un tout petit peu les choses. Quoique, le format est très surprenant. Nous, on a eu un effet waouh quand on a vu le jeu arriver sur les festivals, dans les boutiques. On s'est dit, bah oui, ça c'est une évidence. Ça fait partie des jeux qui ont leur place, de toute évidence, et qui vont durer un peu. Vous connaissez le tirage du premier ? Ouais, pour la France, on doit être aux alentours de entre 50 et 60 000, je dirais. Et pour le monde, on doit peut-être être vers 80, 100 000. Pour un livre, c'est vraiment... c'est vraiment très beau tirage. C'est du best-seller, tout simplement. Et avec 8 titres maintenant, puisque le dernier, que j'ai pas mis sur cette image... mais qui est là-haut. Tout là-haut. Ah oui, il est en haut dans la montagne. Ah, attention, ouais. Il y a 2 jambes plus petites que les autres. Vous assistez à une cascade, une escalade. Sur la piste du Dahu, c'est le dernier. Un livre, cette fois-ci, qui est signé, alors toujours sur une idée de Roméo Aignan, qui est signé par David Bernard et illustré par Anthony Moulin. Oui. Et donc celui-ci, il vient de paraître en cette année 2022. Et il vous emmène donc dans les montagnes avec ce fameux animal qui a 2 jambes plus petites que l'autre. Le Saint-Bernard. Ah non, le Dahu, pardon. Le Dahu qu'on voit sur la couverture. On voit pas le Dahu sur la couverture. Et non, il est caché. On ne sait même pas, est-ce qu'il existe? Oui, bien sûr qu'il existe. Le problème, c'est que comme il tourne que d'un... C'est rigolo comme animal. C'est vraiment un animal à la con. Jamais il se retourne, il se casse la gueule. Non, mais oui. C'est comme le jackalope, c'est pas très bon. Le jackalope, il a juste des cerfs, c'est un lapin avec des cerfs. C'est moins risqué, c'est le crocolion, l'autre animal à la con. C'est bon, voilà. C'était aussi, on avait envie de faire un livre qui parle un peu de là, qui reprend un peu là où on est, nous, puisqu'on est de Grenoble. Du coup, là, il y avait l'aspect avec les montagnes et tout ça, et on avait envie de faire une histoire qui se passe aussi dans les montagnes qui nous entourent et qu'on aime bien. Voilà. Alors on va un peu parler de cette aventure, ma première aventure, puisque vous nous avez ramené plusieurs éléments, plusieurs choses qui témoignent aussi du succès de la gamme. On a envie de les découvrir.
Ouais, alors j'avais ramené des petites choses qui sortent un peu de ce qu'on a fait nous, par exemple. Donc ça, c'est un coffret de 3 livres qui vient de notre partenaire japonais. Ouais. Voilà, donc avec les livres à l'intérieur en japonais. Ça, c'est super agréable. Quand on commence à recevoir ce que font les éditeurs étrangers pour agrandir la collection. Vous avez une étagère avec tous les produits dans les différentes langues? Oui, au bureau, je fais ça aussi, ça me faisait rigoler. Donc voilà, là, c'est les 3 premiers livres en japonais. Ils avaient fait ce premier coffret. Voilà, c'est un des éléments qui est un peu rigolo, c'est qu'ils ont mis le titre de la collection en français, et à l'arrière, on a même un petit descriptif en français. Bah, c'est tellement chic. C'est l'exotisme à la japonaise. Même les logos sur la tranche sont ceux français. L'Odyssée du Faubourg, sans qu'il y ait des dragons. Ah oui, voilà, ouais. Le nom des livres. Les titres sont français, ouais. Voilà, c'est un bien bel objet. Ouais, tu m'as dit que ça marchait pas mal au Japon, Le Japon, justement. c'est un de nos meilleurs partenaires, oui. Surtout la quête du dragon qui a très très bien marché, qui continue à bien marcher. Mais oui, c'est un de nos meilleurs partenaires. On aime bien aussi. Alors, c'est pas de la bande dessinée, mais il y a effectivement une culture bande dessinée aussi au Japon, comme en France. Mais c'est pas tout à fait de la bande dessinée. On est vraiment à cheval entre le livre dont vous êtes le héros et. Il y a des codes de bande dessinée. Il n'y a pas de bulles dedans. Non, est plus pour l'instant, on n'a pas de trop de l'album bulles. jeunesse en fait. Il y a le format quand même, une fois qu'on est dans un choix, on a un format horizontal avec 2 côtés souvent, qui évoque quand même des bulles, des cases de BD. Un peu des cases de BD, ouais. Un format qui peut l'évoquer quand même. Et tu as une version américaine? Exactement, elle est là-bas. Alors, la version My First Adventure. Ouais, J'ai vu mon accent. Adventure. Et donc ça, c'est le premier. Oui. C'est en quête du dragon, mais Finding the Dragon. avec une boîte. Pourquoi les Américains ont-ils placé une boîte autour de ce livre? Eh bien, ça leur semblait plus pertinent. Après, je pense aussi que c'est pour le vendre plus comme un jeu. Du coup, peut-être même au milieu des Ils avaient même boîtes besoin de de le faire, je crois. Je crois, légalement, pour pouvoir le vendre. Ah bon? Ouais. Ils n'ont pas le prix unique sur le livre non plus. Non, je pense pas. Et donc voilà, ils ont décidé de mettre une boîte, et donc ils ont aussi fait quelques petits ajustements à l'intérieur que les spécialistes pourront reconnaître, ce joli festonnage de la roue. Ils ont contré la roue et ils ont aussi un espèce de tutoriel à chaque fois qu'on a un choix. Ils demandent, choisis ton chemin, et à chaque fois ils disent si oui, tourne cette page, si oui, tourne cette page, si oui, tourne cette page. Donc ça rajoute plus de texte, parfois il leur faut 2 lignes pour faire les choix. Nous on a juste dit tu veux faire ça, et puis on considère que les gens vont tourner la page automatiquement. Comprendre cette partie-là. C'est dans la règle au début. Mais... Ouais, chaque éditeur met sa patte, quoi. Voilà. C'est des... Mais après, l'idée de mettre le tutoriel, nous, sur le premier choix, on s'est dit que ça aurait pu être malin. Sur juste la première, pas tous les chapitres, parce qu'après les gens ont compris. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça aurait pu être pas bête, effectivement, d'en faire sur le tout premier choix. Là, maintenant, on n'y avait pas pensé. Alors, c'est un peu tard, mais vous m'avez dit qu'il y allait avoir des évolutions dans les boîtes de ma première aventure. On ne vous décrit pas tout le détail de ces aventures parce qu'on a fait une vidéo spécifique sur ces livres-là, donc vous aurez plein d'éléments pour pouvoir vous renseigner et découvrir ce jeu plus en détail. On va insister quand même sur le fait que c'est un jeu qui se joue très jeune, Aline. Oui, à partir de 4 ans, vous marquez, parce qu'en fait on peut le lire avec ses parents, c'est-à-dire on peut faire une lecture partagée où c'est d'abord l'adulte qui lit et l'enfant qui écoute, puis au fur et à mesure l'enfant va s'approprier et l'histoire, pouvoir presque se la réciter et le découvrir pendant ses premières lectures autonomes. C'est vraiment adapté parce qu'il y a très peu de texte. En fait, chaque texte est assez court, bien séparé des autres. C'est facile à déchiffrer. Il y a des photos sur la version américaine, oui, pas aussi, vu. oui, pour montrer que les enfants avec des vrais enfants, ils c'est adorent. malin comme tout. Ouais. Et donc il y a des évolutions qui vont arriver également dans les versions françaises. C'est peut-être le moment d'en parler. Roméo qui est directeur artistique. Ouais, et du coup, il y a un élément qu'on va rajouter sur tous nos livres, en fait, rétroactivement sur les premiers, c'est qu'on va rajouter quelques pages à la fin. Histoire que notre conclusion, qui pour l'instant est assez abrupte, en gros là on demande peu dans le premier temps combien on a de bobos, il y a 3 possibilités, et quand on tourne la page, on a 2 côtés pour écrire du texte, et tac, c'est fini. Ensuite on a directement fini, donc les fins sont un peu abruptes, et du coup on va rajouter des pages à la fin à cet endroit-là, ce qui fait qu'on va pouvoir à la fois raconter plus longuement le dénouement si on veut, faire un épilogue un peu plus copieux, et on va aussi avoir l'option dans certains cas de dire que là peut-être que si tu as fait cette fin-là, mais qu'en plus t'as tel personnage, il y aura une fin différente de si t'as tel personnage, donc on va pouvoir avoir jusqu'à 6 fins dans un livre si jamais on a envie de le faire. Du coup là récemment on a pas mal bossé pour faire simultanément les 8 bouquins, les versions longues pour les 8 bouquins en même temps. Ça a été pas mal le boulot de coordination des illustrateurs, des auteurs, tout ça, bref.
C'était cool. Oui, parce que là, ça demande un travail de dingue sur des choses que vous aviez déjà finies, sur des projets sur lesquels vous viviez finalement je ne vais pas dire de vos rentes, mais du fait d'avoir fait un travail qui se prolonge sur la durée. Combien de temps ça prend, ça, de rajouter des pages sur 8 livres d'un seul coup? Ça a pris quelques mois. Après, c'était assez intensif et il fallait que je réussisse à gérer. Contacter plein de gens en même temps, parce qu'il y a 8 personnes différentes, tous les auteurs, les illustrations, et que je fasse plein de storyboards et qu'il y ait des idées aussi de qu'est-ce qu'on peut raconter comme nouvelle fin pour ces livres. Il y en a où c'est assez simple, et il y en a où on a pu faire des fins un petit peu variées. Il y a aussi des petites surprises qu'on a pu profiter pour glisser des petites surprises là-dedans, des nouvelles façons d'utiliser cette fin plus longue. Donc c'est super cool. Moi je suis très content des différentes fins qu'on a pu rajouter. Et après, du coup, ça nous permet à l'avenir d'avoir toutes ces options. Et nous, on a tendance à faire, pour la fabrication, quand on veut fabriquer nos livres, on les fait fabriquer tous en même temps, plusieurs tomes à la fois, y compris dans plusieurs langues. Et du coup, le fait d'avoir exactement le même nombre de pages dans chaque tome, c'est mieux pour l'effet d'échelle, pour pouvoir faire ces productions massives. Et du coup, le fait de mettre à jour les anciens, ça nous permet à la fois de se dire, cool, on a des fins qui nous plaisent plus qu'avant, mais aussi... à l'avenir, on aura cette option d'avoir plus de fins, cette option d'avoir plus de variations, et c'est cool. Oui, ça enrichit, mais bon, c'est un choix qui est courageux aussi pour une maison d'édition, de s'amuser à retravailler les livres. C'est une envie qu'on avait depuis longtemps, en fait. En fait, on l'avait quasiment depuis un an après la sortie. Je pense qu'on était déjà en train de se dire « Ah, on aurait dû mettre plus de pages à la fin. » Je pense qu'au moment du Phobos, on en a déjà parlé. La sortie du 3e, on en parlait déjà de ça. Mais c'était un tel investissement. Et puis quand on était encore sur le lancement, l'installation de la collection, on s'est dit c'est peut-être... On avait d'autres problèmes à gérer, plusieurs gens. Voilà. Et là, on commençait à en avoir besoin. Et il y a un moment où on s'est dit, là, si on le fait pas, on le fera peut-être jamais. Donc, allez, on y va. On y croit, on se lance. Voilà. Est-ce que la mise en place d'une collection comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui cherchent à faire des collections pour avoir un rayonnage qui leur est consacré aussi dans les boutiques de jeux, puis c'est agréable tout simplement d'avoir sa collection numérotée parfois. Est-ce que cette mise en place elle est compliquée? Est-ce que vous avez eu des retours des boutiques qui vous disent, je sais pas, soit c'est agréable, soit c'est compliqué? Je crois que chez nous ça tombait un peu sous le sens. Il n'y a pas eu de... Non, nous, dès le début, on s'est dit on veut en faire plusieurs et on l'a annoncé comme ça dès le départ au niveau des boutiques. Et je pense que le format s'y prête bien, donc en fait, ça n'a pas du tout été... Bon, ça a été accepté tout de suite et je pense bien accepté. Ça tombait un peu sous le sens. Et après, on a des présentoirs pour que certaines boutiques veulent, d'autres pas. On en a des en pied et des juste sur comptoir. Et ça, après, ça dépend vraiment des boutiques, si elles peuvent, si elles veulent, si elles... voilà. Et vous vous déplacez en boutique, j'imagine, forcément, mais vous cherchez votre petit rayon pour voir, tiens, est-ce qu'il y a mes jeux, parce que moi j'ai fait ça en tant qu'auteur de bande dessinée, le plaisir d'aller dans une boutique et puis de regarder ce qu'ils ont mis. Quand on passe quelque part, à V s'il y a mes livres. Quand on passe dans une... Enfin moi, quand je passe dans des villes que je connais pas, et si je passe devant une boutique de jeux, ça peut m'arriver de rentrer juste pour voir si on y est ou pas. Bon oui, clairement, avec plaisir. Il y a cette petite fierté quand même, oui, clairement, c'est agréable de se dire, ok, oui, on est présent aussi ici, partout, et puis des fois se présenter, et puis les gens nous connaissent ou nous connaissent pas, mais c'est toujours agréable d'échanger, parce qu'on aime ce qu'on fait, et les gens aiment bien aussi ça en général, donc c'est cool. On a abordé à table, quand on a mangé juste avant, on enregistre après avoir mangé, donc c'est l'heure à laquelle on s'endort un petit peu. Si on est un peu mou, c'est parce que c'est vraiment l'heure de la sieste. Là. D'habitude, c'est avant de manger qu'on fait nos canapés. On a abordé la question des librairies. Puisque là, on est vraiment en face d'un livre. Il y a de toute façon des livres dont vous êtes le héros. Oui, un livre ludique, mais ça existe en librairie. Est-ce que vous vous implantez facilement dans les librairies? Alors, ça a été un processus plutôt long, du coup, parce que justement, c'était pas... nous, on est rentré forcément par le morceau qu'on connaissait. Voilà, donc nous, c'était par le monde du jeu de société. On l'avait présenté aux boutiques de jeux, avec BlackRock, etc. Et on avait vu qu'il y avait un gros intérêt de la part des boutiques sur le livre, donc du coup on savait que ça allait, ça nous semblait logique de passer par là, donc on a fait ça dans un premier temps, et assez vite s'est posé la question du est-ce qu'on peut aller en librairie ou pas, et d'ailleurs avant même de la sortie, moi j'avais été fait
des échanges avec certains libraires de Grenoble, entre autres la librairie Artaud qui nous avait pas mal suivis, pour savoir si eux ils trouvaient pertinent que ça aille chez eux ou pas. Et donc eux par exemple clairement la libraire d'Artaud m'avait tout de suite dit oui ça nous clairement il y a une place pour ce genre de livres dans notre librairie. Donc elle par exemple c'est un des cas où c'est une libraire qui travaille avec BlackRock parce qu'elle a un petit rayon jeu de société, donc là par exemple il n'y a pas de souci, on sait qu'on y est. Par contre tous ceux qui ne travaillent pas avec BlackRock, et c'est quand même la grande majorité des librairies, du coup il n'y avait pas vraiment de solution pour que ça puisse aller en librairie. Pour s'approvisionner. Et donc là, ça a été un processus un peu long pour nous de se rendre compte comment ça marche, le monde du livre, c'est pas la même chaîne de valorisation, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes fonctionnements. Et donc là, finalement, on a fini par trouver, maintenant c'est une solution qui passe beaucoup par nous du coup. Et les librairies peuvent nous commander en direct et nous, on a un moyen de leur envoyer facilement le livre. Et ça marche plutôt pas mal. C'est beaucoup venu par la demande entre autres des bibliothèques qui parfois sont en marché unique avec une librairie. Et donc ne peuvent pas passer par une boutique de jeux pour acheter un livre. Et donc du coup il fallait trouver une solution pour que les bibliothèques l'aient. C'était dommage de ne pas pouvoir fournir des bibliothèques qui le veulent, parce que ça nous semblait logique. Oui, alors ce qui m'a surpris, c'est que vous nous avez dit que finalement il y avait moins de ventes en librairie actuellement qu'en boutique de jeux. J'aurais cru l'inverse, moi, étant donné le support. Non, ça reste quand même notre marché principal, ça reste les gens qui nous connaissent, ça reste les gens, en tout cas tous les gens du monde du jeu qui connaissent Ma Première Aventure, qui ont besoin d'en acheter un, ils vont aller voir leur boutique, donc ça reste quand même le vecteur principal de vente. C'est pas grave, c'est cool. Oui, et après je pense qu'au départ je pense qu'on s'en est mieux sorti à commencer dans le monde du jeu plutôt que commencer en librairie. Parce que si on se ramène dans le monde du jeu avec le seul livre, machin, c'est cool. En plus, il y a le côté jeu de rôle, le public rôliste dans le monde du jeu, il y en a pas mal. Enfin voilà, c'est assez évocateur rapidement. Je pense que venir avec un drôle de livre un peu bizarre dans le monde du livre, tu auras peut-être moins une évidence, quoi. Ou même de la visibilité. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a un aspect qui me surprend un petit peu, c'est que je me serais attendu à ce que BlackRock, on le sait, fait partie maintenant de Hachette. Hachette, ce sont des vendeurs de livres. Il n'y a pas du tout d'interaction entre le réseau de distribution d'Hachette. Il n'y a pas possibilité de passer par eux. Non, ça semblait pas évident du tout. Voilà. D'accord. Bon. Ça a été évoqué, mais non, ça n'a pas été retenu, en tout cas, plutôt de leur côté. Donc nous, on n'était pas spécialement... Voilà. Mais bon. Comme ça. On a trouvé d'autres solutions. Pour moi, c'est une curiosité, mais bon, si ça fonctionne, c'est le principal. On n'est pas revenu sur l'équipe de Gameflow, je me rends compte, parce c'est vrai. On n'a pas insisté sur la taille de l'équipe, c'est peut-être le moment de dire, vous êtes peut-être grâce maintenant à Ma Première Aventure. En fait, c'est bien logique, parce que c'est là que l'équipe a grandi, j'avais tout prévu. Donc l'équipe s'est agrandie avec Ma Première Aventure, vous êtes maintenant plus que 2. Non, maintenant on est 3 à plein temps et une alternante. Et puis après d'autres personnes autour qui gravitent un peu en freelance sur différentes petites missions. Mais voilà, ça c'est notre alternante, Sarah, qui est arrivée depuis septembre et qui travaille sur la partie un peu graphisme, web design. Elle a fait là, depuis le début de l'année, depuis septembre, les trailers de nos 2 derniers jeux. Et puis elle va travailler sur d'autres choses. C'est indispensable d'être fan de tortue pour être recruté chez vous ou pas? Un peu quand même. Fan, je sais pas, d'accepter qu'on te mette une tortue sur la tête, par contre, c'est sûr. Et la 3e personne, donc du coup Gaëtan, qui c'est son bureau. Il est sur la tête de Sarah. C'est son bureau qui est derrière, mais il n'est pas à son bureau. T'as pas trouvé de photo? Non, mais tu t'en demanderais une, peut-être pour la mettre pendant l'émission. Ça marche. Et Gaëtan, donc lui s'occupe plus pas mal d'aspects administratifs, de facturation, de saisie comptable. Voilà, il me supporte sur toutes ces questions-là que j'ai portées pendant plusieurs années et qui deviennent de plus en plus chronophages aussi parce que forcément l'activité augmente. Du coup, j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider là-dessus. Et donc voilà, il est arrivé depuis fin 2020. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. D'accord, donc vous êtes maintenant une petite équipe qu'il faut faire vivre aussi. Il n'y a pas que des livres dont vous êtes les petits héros chez Gameflow, vous avez aussi des jeux de société et on va parler d'un jeu de société que vous avez sorti parce que vous avez une belle actualité cette année. C'est ce qui nous vaut le plaisir aussi de vous avoir au chalet pour les présenter. Vous avez sorti un jeu particulier en collaboration avec un musée. Oui. Donc ça c'est encore un projet qui est très original et inattendu dans le monde du jeu. Il est juste là derrière, l'année des 5 empereurs, dont vous êtes les 2 auteurs, mais pas que. Parce que vous avez été 4 auteurs, accompagnés par l'équipe ludique. Voilà.
Yann et Mathieu qui veulent pas être cités de l'équipe ludique ont travaillé aussi, donc on est 4 à avoir créé le jeu ensemble. J'espère qu'ils ne se reconnaîtront pas. Mais si vous êtes 4, oui, c'est vrai que ça aurait pu être un autre acronyme. Ouais, on avait proposé, mais non. Bon, on espère qu'il ne Crime, sort ça sonnait pas bien. C'est classe. Moi, j'aimais bien. Bah Mathieu. Voilà Mathieu, oui. Et puis... Laetitia, donc, qui est une animatrice freelance qui travaille des fois avec nous. Vous savez, en effet, c'est une journée qu'on a fait avec pas mal de professionnels du monde du jeu. Ouais. Vous nous aviez invités d'ailleurs, mais pour nous c'était impossible de faire le déplacement sur cette période-là. Ouais. Mais oui, du coup c'était très sympa. On a pu jouer au sein du musée. Donc, sur une fresque datant de l'époque romaine, hein, quand même, il faut le dire. Et surtout, ce qui était très intéressant dans cette journée, c'est que c'est un des moments où c'est le seul moment où on a pu faire jouer des gens, donc des professionnels du monde du jeu entre autres, et les faire visiter l'exposition temporaire qui s'appelait Enquête de pouvoir. On voit Gaëtan. C'est Gaëtan qui est là, oui. Et puis on voit Yann et Mathieu qui sont là également. Et Yann et Mathieu de l'équipe ludique. Et Zaël qui est tout à droite, qui est l'illustratrice du jeu. Et donc on avait vraiment pu faire tester les gens, faire tester le prototype du jeu, parce qu'il n'était pas encore en phase... Enfin, il n'était pas fini d'illustrer surtout. La méca était quasiment bouclée, hein, le jeu lui-même était bouclé, mais l'illustration n'avait pas été faite encore. Et du coup, il pouvait aussi faire l'exposition et avoir toute l'explication avec un des médiateurs du musée qui expliquait bien comment toute l'histoire qui est derrière le jeu, parce que c'était quand même assez riche scientifiquement aussi. Donc un vrai jeu de société avec une vraie mécanique, ça veut rien dire, hein, mais disons que les joueurs qui sont habitués à prendre du plaisir sur un aspect qui est compétitif, parce que c'est pas un jeu coopératif, vont trouver du plaisir sur ce jeu. Il y a des auteurs qu'on connaît, hein, de toute façon. On a l'habitude de jouer avec eux, vous les avez déjà croisés en festival, ils s'y connaissent très très bien, mais derrière il y a un discours, il y a un sujet en tout cas, et il y a tout un aspect. On a réalisé une vidéo sur notre chaîne, on n'a pas insisté sur certains aspects, on s'est dit après avoir éteint la caméra que mince, on n'a pas parlé de ces aspects-là. Dans le jeu, vous allez trouver également un contexte historique, donc un petit guide qui va résumer ce qui s'est passé, ce qui a permis de créer ce jeu de société, parce que vous avez eu des discussions avec des historiens. Tout à fait. Parce que du coup, l'année des 5 empereurs, c'est une année tout à fait particulière, et c'est ce que racontait aussi l'exposition au musée. Oui. Ouais, c'est une crise politique dans laquelle il y a eu vraiment une vacance un peu du pouvoir suite à à l'assassinat d'un empereur. Du coup, sans successeur, et du coup, 5 hauts dignitaires qui s'affrontent pour prendre le pouvoir. Du coup, cette expo partait de cette crise politique pour aborder la question du comment on accède au pouvoir dans la Rome antique et comment on se maintient au pouvoir. Et du coup, c'est ça qu'on a essayé, nous, de replacer dans la méca du jeu. Et voilà, j'espère que c'est réussi. Et du coup, on avait envie de mettre dans la boîte un livret qui aussi raconte tout ça, explique tout ça, qui c'était ces 5 personnages, pourquoi les cartes sont celles qu'on a choisies. Qu'est-ce que ça veut dire la liste? Qu'est-ce que c'est Ces cartes qui sont plus ou moins obscures suivant comment on s'y connaît en histoire. Là, il y a des petites explications. On a essayé de rendre ça un peu didactique et pas trop long. C'est beaucoup l'équipe ludique qui a écrit d'ailleurs. Et toujours avec le soutien du musée, avec des relectures du musée, avec des commentaires du musée. Ils en ont écrit une partie d'ailleurs. En tout cas, ils ont fait des premiers jets et puis ça a été ensuite réécrit par l'équipe ludique. Je trouve ça très chouette parce que ça permet aussi d'avoir une autre approche. Nous, quand on présente le jeu, on est content aussi d'avoir... Alors, c'est pas pour le plaisir d'avoir des choses à raconter, mais c'est pour le plaisir justement de découvrir ce contexte, cette histoire, tout ce qui s'est passé autour. On a besoin, il y a tellement de jeux qui sortent qu'on a besoin d'éléments qui nous passionnent, nous, en tant que joueurs. Pour ce qui est de la mécanique du jeu, vous allez la retrouver sur la chaîne puisqu'on a réalisé une petite vidéo qui vous présente le fonctionnement du jeu. On s'est vraiment attardé à la version découverte, le tutoriel essentiellement. Et tout le reste, vous allez le découvrir par vous-même et vous verrez si c'est un jeu qui peut vous correspondre. Un jeu de deck building, avec un aspect course qui est très fort à l'intérieur. Donc ça, c'est l'année des 5 empereurs. Est-ce que c'est un jeu de commande d'une certaine manière? Est-ce que le fait de travailler sur ce sujet-là, c'est venu sans que vous l'ayez sollicité? En effet, c'est clairement un jeu de commande, puisque c'est le musée qui avait identifié cette idée de faire un jeu, et qui avait même passé ce qu'on appelle une mise en concurrence, qui est un peu comme un appel d'offres, mais pas tout à fait. Mais voilà, donc ils cherchaient un partenaire pour faire la création du jeu. Donc c'est vraiment j'ai regardé sur votre site internet et je me suis rendu compte que vous, je connaissais pas forcément cet aspect-là, mais vous faisiez des jeux sur mesure également. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais des serious games. Et je vois qu'il y en a quelques-uns que tu as placés derrière. On a découvert ça hier avec
L'œil qui pétille. Là, pour le coup, c'est pas tout à fait mon domaine de passion, hein, le serious game, mais c'est intéressant de voir également ce que vous pouvez faire dans ce domaine-là. Oui, on a fait ça c'est peut-être nos 2 plus belles réalisations qui sont hors de l'année des 5 empereurs, qui est un peu particulier, puisque le but dès le départ c'était de faire un jeu commercial. Là, ces deux-là sont des jeux qui ne servent qu'en interne de ces 2 structures. Donc on a créé Safe Team, qui est un jeu autour de la sécurité sur les chantiers de construction, qu'on a fait pour Colas, donc, qui est une grosse entreprise de BTP, pour parler de comment on peut aborder la question de la sécurité aussi de manière collective. Hein. C'était vraiment ça leur idée. C'était la sécurité, c'est pas je dois porter mon casque parce que c'est cool de porter son casque, mais c'est plus pour toute l'équipe, comment c'est important de faire attention les uns aux autres, parce que la sécurité, c'est préserver tout le monde. Donc là, sur des jeux avec une mécanique plus coopérative. Ouais. Et moi, qui est un jeu qu'on a créé pour une structure qui s'appelle le Codaz, qui fait de l'aide sociale à l'enfance. On l'a créé avec Jean-Philippe Sahu, d'ailleurs. Ouais. Hein. Le mec qui portait les caisses. C'est les multitalents, c'est incroyable. Voilà, qui est travailleur social, et on l'a fait en partenariat avec les travailleurs sociaux aussi du Codaz. Et l'idée, c'était de créer un jeu qui serve d'outil pour les travailleurs sociaux dans des entretiens avec des familles accompagnées par le Codaz. Donc, pour aborder des questions parfois difficiles autour de plein de thématiques que ces familles peuvent rencontrer. Un jeu qui peut être très configurable par les travailleurs sociaux. Ils peuvent enlever des cartes avec des thématiques qu'ils ne veulent pas aborder, ou des choses comme ça. Et puis avec des éléments où les gens vont, ou en tout cas les familles vont, ou les membres de la famille vont devoir se projeter dans des situations et exprimer un petit peu des ressentis ou des émotions de personnages fictifs quand même. Mais voilà. Donc ça, c'est des choses que vous recherchez particulièrement ou pas spécialement, c'est selon les occasions? Non, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart nous sont un peu tombés dessus par hasard. Ouais. Alors après, moi, je l'ai toujours évoqué comme une possibilité quand je rencontre des gens et qu'on nous demande ce qu'on peut faire. Nous, on a toujours dit on peut faire ça. On l'a mis sur notre site internet, mais on ne cherche pas activement. Je ne fais pas de la prospection, etc. Pas comme l'équipe ludique peut le faire, parce qu'ils font aussi la même chose que nous. Oui, parce que c'est un peu leur métier finalement. C'est totalement leur métier. L'animation et totalement le leur métier, et voilà, et eux ils font ça très bien. Et là, pour le coup, eux ils recherchent activement, ils vont aller regarder justement des appels d'offres ou des choses qui peuvent être passées par des grandes structures. Et nous, non, c'est tombé un peu par hasard, par exemple, si on peut parler de ces 2 cas-là, Safe Team, c'est quelqu'un que je connais qui est qui gère un centre Colas, qui s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'aborder cette manière-là, la sécurité, parce que tous les ans, ils font ce qu'ils appellent une Safety Week, dans lequel ils font des animations autour de la sécurité. Il s'est dit, ça serait peut-être plus cool de l'aborder avec un jeu. Voilà, parce que les quiz, on en a déjà fait des tonnes, une vidéo, c'est très passif, et les gens, finalement... Ils en retiennent pas grand chose, tiens, pourquoi pas. Donc il y a des budgets là-dessus dans les entreprises. Ouais, tout à fait, surtout des grands groupes comme ça. Et puis sur le Codaz, là c'est une des personnes qui travaille au Codaz qui avait découvert Affinity, qui a appris en boutique de jeux que c'était un éditeur de Grenoble qui le faisait. Le Codaz est à Grenoble, et donc elle m'a contacté en disant j'ai découvert Affinity, est-ce qu'on peut pas faire un jeu qui aurait ce même genre de fibre un peu, mais adapté à notre métier. Illustré par les enfants. Illustré par les enfants, oui, c'est pas Roméo avec ses stylos qui l'a fait. Avec mes petits feutres. Alors, avant d'avancer dans de continuer avec le dernier jeu que vous avez sorti en 2022, parce qu'il y en a un dernier, on va faire notre petit jeu des enveloppes. Je vous ai préparé des enveloppes. Donc, à l'intérieur, vous allez découvrir toute une série de jeux de société que j'ai mis sur des feuilles, et vous allez en choisir plusieurs. Tu en veux, Aline? Tu veux. Vous allez en découvrir plusieurs, vous pouvez les regarder, pas de problème, et vous allez choisir sur différents thèmes. Est-ce que j'ai une image? Alors, je suis pas sûre d'avoir le bon. Si, j'ai mis. Si, d'accord, ok. J'ai mis évidemment les jeux que vous avez publiés, mais j'ai pas mis que ça, puisque j'aime bien en mettre une vingtaine, que vous ayez du choix. Je vais vous demander de choisir une fiche qui correspond à un jeu auquel vous aimeriez bien jouer là maintenant. Là, si on fait une partie juste après, vous choisissez ce que vous voulez. Ça peut être un des vôtres, ça peut être un jeu que vous n'avez pas édité. Et j'ai mis exprès des jeux dont on a parlé récemment dans l'actualité ludique. Et vous allez choisir un jeu sur lequel vous avez un regret.
Là aussi, ça peut être un des vôtres, ça peut être un autre. Alors regret, ça peut s'entendre de différentes façons. Ça peut être un regret parce que j'aurais pas dû le faire, c'est nul ce jeu. Mais pas forcément, c'est pas super intéressant comme approche. Ça peut plutôt être, tiens, là-dessus, j'aurais fait ça différemment, ou il y a tel aspect que j'avais pas vu venir ou auquel je m'attendais pas. Et interdit de me dire les boîtes de chimères. Sur Paris et ludique. Allez, j'ai pris 2 jeux qui sont pas de nous. Wow. Bravo. Vous avez choisi? Ouais. Alors, on va commencer par votre regret. Aline, t'as réussi à trouver un regret? Ça te concerne pas tellement les jeux. Bah, les jeux ou... Mais non, mais là, c'est une séquence qui concerne plutôt nos invités, mais est-ce que tu as un regret? T'as un regret, c'est vrai. J'ai un regret, ouais. Lequel est-il? C'est Critical, mon regret. Parce qu'on n'est pas assez joué. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est abusé de ne pas avoir continué plus, parce que j'adore le jeu, et il y a tellement de jeux qui sont sortis qu'on doit tester. Mais les grandes vacances de 2027 arrivent bientôt, Aline. On va pouvoir prendre du temps pour jouer à Critical, t'inquiète pas. Critical, c'est vraiment un coup de cœur, j'ai adoré, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Roméo? Alors, moi, mon regret, il est sur le jeu Océan. Que j'ai. Ouais. En fait, j'ai aussi Evolution, j'ai les deux. Ouais. Et j'adore Evolution, mais il n'est pas très équilibré. Enfin, il y a des soucis d'équilibre, mais j'adore la façon dont tu crées les animaux, parce que, je crée un animal, il a une carapace, il a un grand cou, et en plus, il attrape des baies sur le dos d'un autre animal. Je trouve ça trop cool. T'aimes bien les animaux, j'ai l'impression. Le feeling, le thème, chimères. Comme il est trop fort, oui, c'est ça. Il est très très fort, et sur celui-là, en fait, il est mécaniquement plus équilibré, mais comme c'est des trucs sous-marins, en fait... ça te parle moins. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a pas un grand coup, certes, tu peux te camoufler ou avoir de l'encre ou des trucs, mais ça n'a pas le même... t'as pas un petit animal mignon, t'as toujours que des espèces de poissons dégueulasses, quoi que tu fasses, quoi. C'est dommage. Bah oui. J'ai pas joué moi aussi, j'ai joué qu'à Evolution pour l'instant. Les deux sont très jolis. Ouais, ils sont originaux et plutôt jolis. Ah ouais, j'ai choisi Affinity. Oui. Parce que j'ai un regret, après c'est un petit regret, mais je trouve qu'on n'a pas réussi à bien l'amener pour des publics assez adultes. Et je pense que des fois il a été souvent jugé comme un jeu un peu pour enfants ou famille. Et en fait c'est un jeu qui permet de dire plein de saloperies entre adultes et de beaucoup rigoler. Et je trouve que ça a été un peu... voilà, on l'a pas super bien réussi, ou en tout cas on aurait pu peut-être mieux le faire. En tout cas voilà, j'ai un petit regret là-dessus, je trouve qu'on a... Et pour vous, il a fini sa vie, Affinity. C'est pas un jeu que vous comptez retirer, vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais... Mais je sais pas trop, c'est vrai que vu que c'est la première fois qu'on se... Pour Chimère, il n'y avait pas de doute, quoi. Oui. Pour Affinity, le jeu se vend encore, un petit peu, mais bon, c'est peut-être une centaine de boîtes par mois, max. Est-ce que c'est valable de refaire un tirage dans ce cas-là? On ne sait pas trop. Notre distributeur n'a pas non plus forcément envie d'avoir des jeux qui ne se vendent pas beaucoup, qui restent dans les entrepôts. Donc du coup, voilà, là on n'a plus de stock. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'on le refera, peut-être que non. Enfin, on y réfléchira, mais voilà. On va passer au jeu auquel vous auriez envie de jouer là tout de suite. Et on va commencer par toi. Alors moi, il y a Turing Machine que j'ai vu tourner sur les trucs de BlackRock à chaque fois, pas loin. Enfin, à chaque fois, ils étaient en proto ou autre depuis longtemps. Et j'ai jamais eu l'occasion de vraiment le tester. Et du coup, voilà, je suis assez curiosité par ça. Il est plus au chalet là tout de suite. C'est Sylvain qui est parti avec. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais si tu reviens demain, il ramène ce soir. Je rate l'occasion. C'est Turing Machine, donc le jeu de Johan Levé et Fabien Gridel. Et moi, j'ai choisi Trax. De TIFF Edition, parce que du coup on avait vu le prototype avec Roméo, c'est le jeu de Juan Rodriguez, les enquêtes audio. Ah, cool. Le proto était vraiment cool. Et le proto, il nous a beaucoup plu. On avait trouvé ça génial. Oui. Ça nous semblait complexe de l'éditer, donc de toute façon, nous on s'est dit, c'est pas, on ne se lancera pas là-dedans. C'est un travail d'édition. Mais on avait trouvé le proto super intéressant, et du coup, je suis très curieux de voir ce qu'ils ont réussi à faire, parce que voilà, le jeu. C'est plutôt très réussi, oui. C'est un jeu dont on parle. J'ai envie de le tester. Turing Machine aussi d'ailleurs, c'est très réussi. Deux très bons choix. Aline, c'est pas que de Juan Rodriguez d'ailleurs. Je crois qu'il y a un deuxième co-auteur, mais je ne l'ai pas cité parce que je ne le connais plus. Rubiela. Voilà. Je ne sais plus le prénom. Un nom Christian Rubiela. Une petite voix nous a soufflé. Et toi, Aline, tu as choisi quel jeu? Oui, et moi j'ai choisi Affinity. Je jouerais bien à Affinity. D'abord, j'avais beaucoup aimé, on en a parlé, ça m'a redonné envie d'y jouer. Et je trouve effectivement ça marche avec les enfants comme avec les adultes. C'est des bons souvenirs. On a beaucoup joué à une époque et ça. Il y a des jeux comme ça que tu associes à une période de ta vie, à des souvenirs, à des moments.
Et du coup, ça fait un peu petite Madeleine de Proust. Mais Et oui, j'y rejouerai bien. mais c'est l'intérêt de ces émissions-là aussi, c'est qu'on reparle de jeux qui datent un petit peu plus, qui n'ont pas d'actualité, mais nous, on a un peu le temps pour vous en parler, et à nous aussi, ça nous crée des envies. Alors, merci d'avoir participé à ce jeu. C'est peut-être le moment de vous donner d'autres envies, puisque il y a un autre jeu qui est publié par Gameflow et qui paraît là en cette fin d'année 2022, un autre jeu pour enfants. Il est là, voilà, Dor Dragon d'or. Et on a plus que le jeu parce que vous avez un exemplaire de dragon en il est bois magnifique. magnifique qu'on avait envie de vous montrer également. Et on a même envie maintenant de s'acheter une découpeuse laser parce que Non, franchement. moi, j'ai Ah pas envie de m'acheter si. des découpeuses. Voilà, pas du tout. Encore un coup à se découper des trucs. Roméo, depuis qu'il a ça à la maison, il fait tout et n'importe quoi avec sa découpeuse laser. Hein. C'est cool. Il a fait la moitié de ses meubles, tous ses abat-jours. Pour de vrai, les abat-jours. J'ai fait des abat-jours. Ah, ça va être trop bien. C'est pour tester la machine, c'est de l'entraînement Bah pour oui. Gameflow. Parce que dans les jeux de société, maintenant, on a des éléments en 3D qui sont très agréables à poser sur une table. Et là, on a la version surdimensionnée en bois du dragon que vous allez trouver à l'intérieur de cette boîte et qui crée une ambiance autour de la table assez importante. Regardez, il n'est pas si éloigné que ça. Il marche même mieux dans la boîte que cette version en bois qui est peut-être un peu lourde. Voilà, ouais. exactement. Ce dragon, on va avoir un petit élément qui va avancer et qui va être le scoring des joueurs. Si jamais l'élément arrive ici jusqu'au bout, le dragon ouvre la gueule et miam miam. Il faut pas le réveiller. C'est le nom du jeu, Dor Dragon d'or. C'est un jeu qui est signé par Jean-Philippe Sahu, qui est illustré par Élodie Bénard. Et c'est un jeu coopératif Tout à fait. qui va faire appel à la mémoire Un petit peu. et qui va mettre beaucoup d'ambiance autour de la table. De la fouille en temps limité, un peu de frénésie. Hein. On est vite entraîné par cette envie de fouille et puis il faut rester concentré parce qu'il y a un peu de mémoire. Il y a beaucoup d'entraide. Ouais. Un jeu qui va naturellement forcer l'entraide dans la mécanique. Ouais, la coopération est très poussée par le jeu. Et donc là, vous n'aviez pas sorti de jeu pendant quelques années. En réalité, cette Oui. année, ça repart fort, puisqu'il y a deux jeux qui sortent en plus des 2018-2022. livres. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à refaire un jeu pour enfants? Est-ce que c'était un besoin aussi de se diversifier après tous ces livres? Alors par contre, l'histoire est un peu particulière parce qu'en Ouais. fait, ce jeu-là, c'est le premier qu'on a signé. Ah bon? En dehors des En dehors jeux, de Chimère. en dehors de Chimère, c'est le suivant qu'on a signé, Dor Dragon d'or. Avant Et c'est le premier qu'on a signé qui venait pas de l'un de nous. En fait, donc Jean-Phi, le porteur de carton, hein, si vous vous souvenez. oui, bien hein, sûr. voilà. Si vous le croisez, vous lui reparlerez de cette anecdote. Ouais, Je ouais, pense qu'il non, serait mais content. C'est vrai qu'après, il est doué pour ça. Donc c'est aussi. Voilà, faut le savoir, faut que les gens le sachent. Vous êtes en train de créer une légende. Si vous avez un déménagement à faire, un truc comme ça. Ouais. Fait Donc, ça c'est en aussi. forme de carton, il est bon. Non, du coup, il nous l'avait présenté et on a tout de suite beaucoup aimé le jeu et donc on lui avait dit, bah écoute, on aimerait bien le signer, voilà. Et donc on l'a signé en 2017. Donc voilà. Alors, pourquoi tant de temps pour le sortir? Ah, ça, c'est la vie d'une maison d'édition. La première chose, c'est que le jeu n'était pas prêt en 2017-2018. On a bossé avec lui dessus pas mal de fois et on était d'accord tous ensemble pour dire qu'il y avait un truc qui manquait. Et puis, il y a Affinity, dont il était co-auteur, là où on était tous assez vite satisfaits. Donc, Ouais. du coup, on a dit, ok, on va faire Affinity d'abord, parce qu'il est prêt. Et puis, on va essayer de continuer à travailler Captain à l'époque, hein, puisqu'il s'appelait comme ça au début. C'était un jeu dans l'univers un peu plus pirate. Et du coup, on l'a travaillé un temps. Et il devait sortir normalement, une fois ça a avancé, il y a eu ma première aventure, mais on a continué à le travailler, puis il devait sortir normalement en 2020, courant 2020. Voilà, 2020, on sait ce qui s'est passé, mai-juin 2020, c'était à peu près ça le timing prévu, quoi. Mai-juin 2020, septembre 2020. Donc. Et puis là, on fouille un peu ensemble dans la même boîte en plus. C'est Voilà. pas le trip du moment. Ouais. On s'est dit que c'était pas du tout adapté, et du coup, c'est ça qui l'a repoussé. 2021, ça nous semblait encore trop tôt, parce que le Covid était toujours là, Ouais. parce qu'il y avait toujours ces questions de est-ce que mettre tes mains dans sa boîte en même temps, c'est accepté ou pas. Et du coup, c'est arrivé sur 2022, et septembre 2022 à la base, puis un petit peu de retard de production, comme souvent. Donc voilà, le jeu arrive dans vos boutiques maintenant. C'est un jeu à partir de 6 ans. Vous avez de la chance parce que vous avez aussi des enfants pour y jouer maintenant, que vous n'avez peut-être pas au moment où vous avez signé le jeu au tout début. Oui, mais Ils ils n'ont sont pas encore encore petits. 6 ans. Hein, mais... Ils n'ont pas encore 6 ans, mais ça va venir. non, bientôt, on pourra tester un livre, ce sera cool. J'ai une question, c'est est-ce que vous cherchez des jeux de société? Est-ce que vous faites partie des éditeurs qui sont à l'affût, qui ont envie d'avoir des prototypes, de voir des auteurs venir vous voir? Pas vraiment. En fait, nous, on ne cherche pas activement parce que Ouais. c'est nos livres qui nous font vivre, c'est le gros de notre boulot, en fait, Oui. au final.
Donc les jeux qu'on fait, c'est quand on tombe sur un truc qu'on veut vraiment faire parce qu'on trouve ça trop cool ou autre. Mais on n'a pas un besoin de sortir 3 jeux par an et du coup de chercher en permanence des prototypes. Par contre, on aime beaucoup faire des retours et alors s'il y a des gens qui ont des protos qui viennent nous voir en salon, on trouve ça trop cool, on prend le temps si on a le temps, on prend le temps de tester les choses, on fait des retours et c'est du game design et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait du jeu de société à la base. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas actif et on reçoit régulièrement des mails comme ça. On a un peu du mal à les traiter parce qu'on a plein de choses à faire. Enfin, ça fait partie des... On essaye de les regarder en général quand même. Ouais, on les regarde, on fait des réponses généralement assez succinctes. Quelquefois on dit envoyez un print template, on va voir, on va essayer de le tester bientôt. Mais le bientôt, c'est variable quoi. Alors, on va parler un petit peu de vos projets, parce qu'il y a des choses qui vont arriver encore, il y a des évolutions, il y a des projets dans l'univers de ma première aventure, ça vous nous en avez parlé. Tout à fait. Du coup, on a une espèce de collection à côté de ma première aventure qu'on est en train de travailler et sur laquelle on va passer pas mal d'énergie, je pense, sur les années à venir, parce que ça nous motive beaucoup. C'est un prototype que nous a présenté Antonin Bocara et Romaric Gallonnier, et donc ce sont des puzzles dont on est le héros, un petit peu. On y a joué, on a eu la chance d'y jouer, nous, au chalet, dans la version très prototypale, mais il y a du potentiel. Ça promet bien. L'idée, c'est des puzzles qu'on va construire et qu'on va défaire, et en les défaisant, ça nous raconte des histoires. Et donc quand ils nous ont présenté ça, c'était à Cannes en 2022, on a tout de suite dit ça nous parle tout de suite, et on trouve que ça colle très très bien à nos univers, ma première aventure. Il y a aussi cet aspect, c'est aussi pour les enfants à partir de 5 ans à peu près, à faire avec enfants-parents. Donc il y a vraiment pour nous une cohérence, et on a eu tout de suite cette envie de faire des puzzles qui seront dans les univers ma première aventure, où on retrouvera les personnages et où on aura une petite histoire annexe à côté, avant, après, pendant, on sait pas, les livres. Et voilà, on aura plaisir à retrouver des petits clins d'œil aux livres, mais ce seront aussi des puzzles dont vous êtes le héros qu'on peut faire sans connaître les livres. Ça va sortir donc sur l'univers des livres, il y en aura un par livre ? Peut-être. Potentiellement. C'est le plan pour l'instant. C'est le plan, mais on va en faire déjà deux l'année prochaine si on peut. Les 2 qu'on prévoit de faire, donc il y a Enquête du Dragon, c'est celui que vous avez pu tester, avec la première version de l'illustration d'Arnaud Poutle. Et du coup, le deuxième serait sûrement sur l'Atlantide, la découverte de l'Atlantide. Voilà. Mais pour l'instant, celui-là, il est encore un peu pas avancé du tout. C'est nébuleux, oui. Voilà. Mais voilà, l'idée, c'est que courant 2023, peut-être les deux premiers puzzles arrivent. Et puis on va voir si ça plaît, si ça plaît pas. Si ça plaît, on continuera à en faire. Si ça nous plaît aussi de les faire. C'est aussi toujours un truc que nous, on fonctionne beaucoup à l'affect et au plaisir qu'on a à faire nos si on trouve encore des twists mécaniques, si on a l'impression d'avoir fait le tour au bout de 2 puzzles, c'est pas la peine de continuer. On va déjà voir le premier, mais le premier il est vraiment chouette. Donc, on a l'impression d'avoir plein d'options encore. Là. On a des idées. En brainstormant assez rapidement avec la mécanique de base, on a trouvé vraiment plein de trucs cool qu'on pourrait imaginer. Donc je pense qu'il y a quand même... Avec du temps, il y a matière à faire des choses cool. Donc ça, c'est un peu la nouveauté de 2023. Il y aura de nouveau ma première aventure. Oui, 2 livres prévus pour 2023. Grosse année du coup. Oui. Après, on va se calmer. Enfin, après, on pense se calmer sur la sortie de livres après. En tout cas, en sortir peut-être 1 par an plutôt que 2, et travailler un peu plus les puzzles si les premiers nous montrent qu'il y a un vrai intérêt. Et du coup, les 2 qui arrivent, du coup, il y a la Bibliothèque Infinie dont on a un peu parlé dans la vidéo sur ma première aventure, qui est un livre dont l'histoire a été écrite par Roméo et moi, mais le texte a été écrit par une orthophoniste, avec cette dimension de travailler le texte pour que ce soit adapté aussi aux premières lectures et à un peu des exercices entre guillemets d'orthophonie. Et puis un deuxième livre. Le deuxième est secret. T'as l'air très mystérieux. Le deuxième livre, c'est un peu secret peut-être. C'est un peu plus secret. On verra plus tard, oui. Voilà, qui arrivera sûrement en fin d'année. Et donc le deuxième, il y a une petite licence derrière, donc on peut pas en parler pour l'instant. Tout à fait. J'ai bien compris. Voilà. Donc on découvrira ça un petit peu plus tard dans l'année. Vous avez des projets de jeux de société qui sortent de ma première aventure ? Pour l'instant, non. Pas de nouveau. Des envies ? Non, là il n'y a pas de... Un peu de calme. Oui. Mais c'est déjà un programme qui est très très chargé pour 2023, parce que là on se rend compte, une nouvelle gamme qui sort, 2 livres. Comme on est très excité par ce truc de puzzle,
je pense que ça va nous occuper mentalement pas mal. Et une fois que ça, ce sera peut-être un peu plus rodé, peut-être qu'on aura aussi plus de place pour d'autres idées qui pourraient apparaître. Mais ouais. Eh bien, merci beaucoup de vous être déplacés, de nous avoir raconté l'aventure de Gameflow. On vous connaît un petit peu mieux maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de vous croiser, qui connaissent les livres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaît les livres. On a toujours plaisir à découvrir les personnes qui se cachent derrière des jeux auxquels on est très attaché. Vous êtes les bienvenus au chalet quand vous voulez. C'est très sympa en tout cas. Parce qu'on on a hâte de découvrir surtout ces fameux puzzles en version terminée. Maintenant qu'on a eu la chance de jouer dans la version prototype, on a très très hâte, parce que nous c'était en noir et blanc. C'est un plus dur. J'ai envie de voir les couleurs maintenant. Merci. Merci à vous, vraiment. Et puis on arrive à la fin de cette émission. Aline, est-ce que ce ne sera pas toi qui va conclure cette émission? Eh ben non. Non, mais d'habitude c'est Sylvain qui le fait magnifiquement bien. Je sais, mais moi je ne sais pas le faire. Alors moi je vous fais des gros bisous, je vous dis de passer du bon moment, de regarder nos autres vidéos. Exactement. Et voilà. Ciao. Et à bientôt. À bientôt. Salut.